Ariel Dombal, bonjour. Bonjour. Votre disque Diva Latina, votre grand retour sur scène, ce sera un très grand spectacle en janvier. Vous, plus largement, on va parler de vous, Oui. de cette fascination Ariel Dombal. Vous revenez régulièrement avec des albums, avec des spectacles, Oui. et on a l'impression qu'elle va croissant. Il y a une fascination autour de vous. Oh, c'est gentil de dire ça. C'est ce que tout le monde souhaite. C'est le rêve de chacun de peut-être arriver à communiquer de mieux en mieux avec l'autre. Comment vous l'expliquez si vous vous regardez du dehors? De l'extérieur, on se dit que vous avez un côté très décalé, Oui. Excentrique. Oui, toujours j'ai eu ça. Mais déjà, dans la toute petite enfance, j'étais excentrique parce que j'avais des cheveux très très longs et très blonds. Et dans un pays qui était le Mexique, où il y avait peu de blonds. Et donc, déjà, je me sentais étrangère et un peu à part. Et qu'est-ce que c'est que excentrique? Ça veut dire qui n'est pas concentrique, qui n'est pas consensuel, qui est sur la marge. Et déjà, en tant qu'enfant, un des premiers sentiments que j'ai eus, c'est d'être aliénée par rapport aux autres, ne pas faire partie vraiment de la communauté. La première fois où vous vous êtes dit « je suis différente », c'était quand? Oh, c'était, je ne sais pas, vers l'âge de 4-5 ans, où j'avais des petits-enfants dans des villages mexicains qui me tapaient sur la tête parce que j'avais les cheveux tellement blonds qu'ils étaient blonds, enfin albinos quasiment. C'est très tôt, 4-5 ans, Oui, ça oui, doit être très oui, choquant. oui. Non, parce que dans l'univers des enfants, bon, c'est un univers qui est déjà assez, enfin, très animal, très féroce. Souvent, on dit les enfants, enfin, c'est en tout cas très spontané, mais en même temps avec de l'innocence. Et puis, moi, mes meilleurs amis sont tout de suite devenus les gens, comme tous les enfants, de la rue, de partout. Et donc, je me sentais différente physiquement et en même temps si proche. Et donc, voilà, ça s'est vite arrangé. Jérôme Savary disait de vous, vous êtes une extraterrestre. Il y a Oui. quelque chose de ça, on ne vous comprend pas toujours très bien. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment 3 cultures. Je suis née vraiment aux États-Unis, j'ai vécu au Mexique, j'ai 3 cultures, j'ai 3 langues. Et la France, bien sûr. Et la France. Donc une articulation vraiment autour de 3 cultures. Je dis souvent que je me sens comme une boule de disco, une boule à facettes, mais il suffit d'envoyer une bonne lumière au bon endroit et ça éblouit. Chez vous, c'est où? Quand on a été tellement déplacé, chez vous, c'est où? Paris, maintenant? Paris, c'est chez moi, c'est peut-être la capitale du cœur. Oh, il y a une phrase tellement drôle que j'ai entendue. Quand on a été heureux à Paris, on ne peut plus être heureux nulle part ailleurs, même pas à Paris. C'est drôle, c'est une jolie phrase. L'enfance, c'est le Mexique. L'enfance, c'est le Mexique. Il y a une grande partie américaine. Une grande partie américaine, oui. Et puis j'entendais mes parents parler anglais pendant mon enfance pour pas que les enfants comprennent. Donc, mais j'ai parlé anglais très vite. Et puis l'espagnol, ma première langue. Et puis le français, le lycée français de Mexico. Et le français qui me semblait la langue la plus incroyablement sophistiquée. Vous parlez un français très soutenu. Hein. Quand on lit les interviews de vous, les interviews d'artistes, souvent, c'est un peu relâché. Alors vous, c'est au cours d'eau. Précis, hein. mais oui, parce que finalement, petit à petit, j'ai appris à lire, j'ai aimé la littérature et j'ai adoré la langue française. Est-ce qu'il y a ce phénomène puriste? Souvent, quand on vient d'une autre langue, on est encore plus précis, on veut être plus précis que les francophones? Peut-être, mais j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais 0 à l'école et je me suis dit, il faut que je me rattrape. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai compris, quand j'ai pu lire du Racine, du Molière, que j'adore par-dessus tout, tous les auteurs du XVIIIe siècle, quand j'ai pu pénétrer vraiment le système nerveux de la langue française, j'ai adoré. Pour moi, là, vous voyez, cet été, je relisais tout Alfred de Musset, l'hyper-romantisme français, et je buvais du petit lait, je trouvais que c'était l'érotisme même. Vous pensez en quelle langue? Alors, je pense probablement maintenant en français. C'est la première le plus spontanée. Oui. Et les mots d'amour? Les mots d'amour en français, mais pas mal en anglais aussi. Oui, parce Qu'est-ce que vous dites comme mot d'amour en anglais? C'est une langue tellement sensualiste. My beloved friend, j'aime ça. Beloved, je trouve ça joli. Et Shakespeare, c'est... Enfin, on comprend pas tout, mais musicalement, c'est ravissant.
c'est ravissant. Bon, en espagnol, c'est cariño, ça c'est ravissant aussi. Est-ce que vous avez un accent en espagnol? Alors, dans Diva Latina, Non. bien sûr, c'est très important, mais dans tout ce que vous avez fait, l'espagnol est partout. Hein. Partout. Diva Latina, c'est un album qui est entièrement en espagnol. J'ai fait d'autres albums précédents où je chante même en latin, parce que c'était... Voilà, je chante en italien, en latin, en espagnol. Mais là, c'était la colonne vertébrale de Diva Latina, c'était vraiment hispanique. Mais il y a tellement de manières de parler espagnol. On ne parle pas le même espagnol à Cuba ou dans les diverses provinces du Mexique. Bon. C'est votre monde, hein. C'est pas quelque chose de fabriqué chez vous. Comme vous le disiez, vous êtes blonde et en même temps très latine. Latine Vraiment, de cœur et de tempérament, oui. Ça change quoi? Ça change que je crois que les Latins ont une propension à aller vers les autres. Moi, je suis toujours comme une sorte de chien fou qui croit que tout le monde m'aime. Et donc, je vais vers les autres. Je ne suis pas misanthrope. Je trouve que dans la vie, les grandes révélations, c'est les autres. Et qu'on se révèle par les autres. C'est le regard de l'autre qui vous révèle. Vous n'avez pas d'inhibition non plus, pas beaucoup, hein, on n'a pas l'impression. Non, je suis secrète, mais je ne suis pas quelqu'un d'inhibé. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ce qui se crée entre deux personnes et la vie est là. Et en même temps, croyante, catholique. Oui. Alors ça, c'est typiquement latin, hein, cette façon d'être à la fois très oui. pin-up. Oui. Et croyante. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, je ne suis pas entrée dans les ordres. J'ai été une catholique qui a toujours été fascinée par vraiment les jusqu'au boutistes catholiques, c'est-à-dire vraiment les gens qui ne vivent que dans l'absolu amour de Dieu, mais ce n'était pas fait pour moi parce que, justement, je ne peux pas renoncer au plaisir et au désir. Auquel exactement? Tous. Ouais. Il ne faut pas s'en priver. Je crois qu'un jour, quand on est très vieux, il y a des tas de désirs qu'on n'a plus. Et tant qu'on les a, il faut les sentir, les vivre, les éprouver et se permettre toutes les aventures humaines qui font que l'on irradie. Il y a une fascination chez vous, vous disiez des ordres, hein, de la religion. Oui. Qu'est-ce qui vous... Ben, j'ai lu les plus beaux textes d'amour, c'est Sainte Thérèse, c'est Sor Juana Inés de la Cruz, ce sont toutes ces figures de saintes qui vont jusqu'au bout de l'amour et de l'absolu de l'amour. Et je me suis sentie très concernée par ça. Il y a ces extases de saintes, je crois que c'est Lacan qui a écrit là-dessus, hein, où le désir de Dieu, le désir sexuel même se ressemblent un peu. Là, on est chez vous. On est, enfin, dire chez moi, c'est un peu présomptueux, mais mettons que je suis dans cette lignée-là. Ouais. Voilà, je suis dans la lignée où je crois que la plus grande aventure de la vie, c'est l'aventure amoureuse. Et pour moi, tout mon cosmos a toujours tourné autour de ça. Je ne veux pas être un pur esprit. J'aimerais l'être, mais je ne le suis pas. Vous avez eu des paroles très tendres pour Benoît XVI, par exemple. C'est assez surprenant, oui, absolument. Très compréhensive. C'est toujours vrai, c'est un personnage qui vous... C'est tout à fait vrai. Vous savez, je trouve qu'on a une tendance à attaquer le pape si facilement, alors qu'on ne se permet pas ça avec les imams, ou on ne se permet ça avec aucune autre religion. La religion catholique est dans une phase où tout le monde l'attaque, où on demande au pape d'intervenir sur des choses qui ne sont pas de son ressort. Ça vous arrive de vous confesser encore? Oui, cela m'arrive. Ah oui, ça c'est relativement rare, c'est devenu relativement rare, même chez les catholiques. Oui, c'est assez rare, et moi-même je vais souvent dans des églises vides, mais souvent il y a un prêtre et on demande une confession. Et... Ça doit être une scène extraordinaire. Ariel Dombal à confesse, vous allez dans le petit confessionnal ou vous restez... Dans le petit confessionnal, oui. Et donc puis... vous vous mettez à genoux? On se met à genoux et puis on parle à quelqu'un dont on ne voit pas le visage et qui représente la bonté et le pardon. Et vous savez, moi je suis plus pour parler à un prêtre que pour parler à un psychanalyste. Oui. Et vous lui dites tout? Bien sûr, bien sûr. Et sa réponse est une réponse qui aide beaucoup, puisque c'est une réponse de rédemption. C'est quelqu'un qui va vous dire, eh bien faites ceci et allez en paix.
voilà, c'est merveilleux. C'est comme quelqu'un qui pardonne tout. Moi, ça me satisfait beaucoup. Je n'aimerais pas être sur un divan et me poser tellement de questions et m'intéresser à moi jusqu'à en être suffoquée. Je n'aimerais pas ça. Ce qui est troublant chez vous, Ariel Dombal, c'est l'extrême qualité de ce que vous faites, et puis cette dualité des choses très catholiques, très spirituelles, Oui. et puis un culot, parfois, Oui. pour chanter des textes paillards, par exemple. Oui. Vous avez dit des choses sur scène qui sont inouïes. Il y avait ces chansons paillardes de Colette Renard. J'ai retrouvé les textes, je suis sûr que vous vous en souvenez. Je me fais sucer la friandise. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là? Non, Ou c'est l'expression je Oui. me fais reluire le berlingot, c'est ça, Ouais. hein? Mais alors ça, je ne voulais pas chanter tout ça, mais c'était dans Don Quichotte contre l'Ange Bleu. Je jouais une Marlène Dietrich. C'était un jeu, c'était un personnage. Et là, justement, Jérôme Savary, au Théâtre de Paris, où nous avons été pleins pendant... Oui, succès gigantesque. Succès gigantesque. Il faut oser le dire quand même, c'est ça qui frappe chez vous, évidemment. Oui, mais j'aimais pas beaucoup dire tout ça. Mais évidemment, Savary me disait, mais c'est pas toi, mes cocottes, arrête, c'est un personnage, amuse-toi, allez, donc il m'a convaincue et je l'ai fait. La prise de risque, l'autodérision, vous avez fait des publicités, par exemple, cette publicité pour une marque de dentifrice célèbre, vous aviez cette phrase extraordinaire, quand j'ouvre la bouche, il y a toujours un blanc. Oui, c'est vrai, c'était ça. Et... Quand j'ouvre la bouche, il y a toujours un blanc. Oui, c'était voilà, et c'est Pascal Thomas. Il y a très peu de femmes qui osent risquer de passer pour sotte. Hein. C'est jamais flatteur. et le fait d'oser, c'est... Oui, vous savez, je crois que les artistes peuvent tout se permettre. Et vraiment, l'artiste est un peu celui qui va toujours un peu trop loin. Et la phrase de Cocteau, il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Mais il faut aller trop loin, parce que sinon on est simplement quelqu'un de conformiste et de quelqu'un qui entre dans le rang. L'artiste a une liberté vertigineuse, l'artiste doit créer, c'est sa vocation. Et moi je prends des risques artistiques et j'ai l'impression j'essaye toujours d'atteindre une certaine excellence, de donner ce que je peux et j'y vais à l'instinct. Et je crois que les gens reçoivent quelque chose de très tangible puisqu'ils viennent m'écouter. On a l'impression que l'audace chez vous va même en augmentant. Généralement, les gens ont peur avec la carrière qui avance ou l'âge. Oui, oui. Vous êtes plus audacieuse maintenant. Peut-être plus audacieuse, oui. Parce que finalement, je me suis rendu compte que les gens vous aimaient pour toutes sortes de raisons, pour des défauts, pour des qualités, pour des faiblesses, pour des vulnérabilités. Et qu'il fallait souvent montrer aussi sa vulnérabilité à visage découvert et qu'on ne va pas vous aimer moins parce que vous avez tout à coup une période où vous êtes extraordinairement insecure ou extrêmement malheureux, que les gens se reconnaissent aussi dans ce toboggan des passions que l'on vit tous et qu'il y a des périodes de la vie tellement tristes, tellement atroces et on se dit mais comment est-ce que je traverse ça? Et puis après, on se rend compte que nous sommes tous pareils. Et il y a cette espèce de partage, de douleur, qui fait que l'on communique. L'important, c'est de communiquer. Des périodes atroces. Est-ce que ça vous est arrivé de croire mourir? Oui, bien sûr. Et puis, j'ai même... je suis quelqu'un de romantique. J'ai même appelé la mort de tous mes vœux. Dans des nuits atroces, où on passe dans des tourments, où on est complètement perdu, on a l'impression de ne plus avoir ni de sol, ni de plafond, on ne sait absolument plus où on est. C'est une forme de dépression? Oui, probablement, des dépressions, oui. Il faut essayer de mettre des mots dessus. Je crois que nous passons tous par des saisons de cauchemars. Des saisons de cauchemars. Vous avez cette très jolie formule, vous dites dans la vie, chaque jour doit être une petite vie, doit se passer quelque chose pour surmonter ça, justement. Hein. Oui, ça, voilà. Alors, je me suis dit, ça, c'est une espèce de petit rituel que je me suis donné et qui est que chaque jour, au moment où je pose mon visage sur l'oreiller, je me dis
qu'est-ce qui a été gracieux dans ma journée aujourd'hui? Quelles ont été les 3-4 images ou la rencontre que j'ai faite, ce que j'ai vécu? Ça peut être une tasse de thé au soleil, ça peut être quelqu'un qui vous a dit un mot, ça peut être une promenade, ça peut être juste un coup d'œil sur quelque chose qui vous a ému, exalté. C'est l'examen de conscience chrétien, Voilà. dans une Oui. version plus... C'est vrai, dans une version plus light. Ouais. L'examen de conscience, plus light. Et puis, il y a le physique chez vous. Alors, on a Oui. l'impression que le temps n'a pas prise. Et Oui. puis, vous coltinez avec la scène. Alors, ce sera Oui. en janvier à Paris. En janvier, au Théâtre du Châtelet, le 27 janvier. Et j'espère que les Suisses, puisque je suis là chez vous, traverseront la frontière et viendront le 27 au Châtelet. J'ai énormément de chance. Le Châtelet m'a invité pour donner un grand concert avec mes différentes voix. Je chanterai du classique, je chanterai les airs hollywoodiens de Glamorous Golden Years et je chanterai aussi les airs latinos que les gens aiment. Et voilà, le Châtelet m'a offert cette scène et je vais être habillée par des costumes que Jean-Paul Gaultier va créer pour moi, et puis toute une féerie de lumière et de tableaux extraordinaires. C'est très impressionnant de vous voir sur scène parce qu'il y a tout cet entourage et puis il y a vous, il y a une, Oui. il y a une tension physique. Oui. C'est une discipline. Vous êtes une sportive. Ah oui, c'est une discipline parce qu'il faut être une athlète. Ah. Par conséquent, pour être une athlète, par exemple, j'ai beaucoup de mal à ne pas fumer. J'aime beaucoup fumer. Bon, mon professeur de chant me dit toujours, bon, fumez un petit peu, mais enfin, bon, calmez-vous. Bon, Vous nagez énormément, hein, vous êtes une nageuse frénétique. Voilà, j'aime la natation, j'aime être une championne. J'étais championne de natation quand j'étais au lycée, au Mexique. Et là aussi, la prise de risque, il vous arrive de nager en mer, Oui. et là, vous partez très loin, un peu trop même souvent. J'aime nager loin en mer, j'aime le vertige de ne plus s'appartenir. Tout à coup, cet été, je nageais donc tous les jours des très longues nages dans la mer, et je me disais, j'avais l'impression d'être un batracien, d'être à des années au tout début de l'humanité, et d'être un être complètement un batracien. Ouais. On vous imagine mal en batracien, mais si vous le dites, bien. Bon, une sorte de chose aquatique. Chez vous, on sent que cette dimension corporelle, savoir comment gérer sa force, etc., c'est très présent, jusque dans votre alimentation et des choses incroyables. Vous mangez des salades, vous pouvez vous nourrir de salades pendant une journée, manger des noisettes, c'est vrai? C'est pas légendaire. Non, je mange beaucoup d'amandes, je crois beaucoup. Pour avoir une belle peau, qu'il faut l'huile d'amande douce, manger beaucoup d'amandes. Et puis je mange, enfin comme tout le monde, je mange du riz, je mange toutes sortes de choses. Je ne mange Mais pas... si on vous invite à une bonne raclette suisse, à une Raclette, choucroute. j'adore. Je mange Oui, mais du vous en fromage mangez tous quoi? les jours. Deux Ah petits non, morceaux, non. j'imagine. Ça, je mange énormément de fromage, que j'adore, les fromages suisses. Vous me donnez l'eau à la bouche. Là, j'ai envie de me ruer sur du fromage. Mais bon. Quand est-ce que vous êtes complètement abandonnée? Vous êtes une femme très sophistiquée, Oui. vous l'assumez complètement. À quel moment, est-ce qu'au lever, par exemple, Ariel Dombal est un peu défaite au moins? Eh bien, le fait est que Bernard-Henri me préfère au saut du lit. C'est là qu'il m'aime le mieux. C'est le... Le soir, on est comme un enfant. On s'abandonne au sommeil, déjà. Je trouve que c'est si mystérieux. On passe à peu près 30 à 35 ans de sa vie en sommeil, le sommeil. Vous mentionnez votre mari, vous êtes un couple, c'est comme ça que le public vous connaît en grande partie, et ces derniers temps en particulier avec ce qui s'est passé dans l'actualité internationale, le printemps arabe, la Libye, où votre mari a joué un rôle très actif, c'est lui qui a amené le CNT libyen dans le bureau de Nicolas Sarkozy, qui a contribué à la résolution de l'ONU. Oui. Comment vous vivez ça comme épouse d'eux? Eh bien, vous savez, je crois que dans tous les amours, le principe d'admiration... C'est le premier principe. Moi, j'ai une admiration folle pour mon mari. Et il a une admiration aussi pour moi. Alors, on vit sur cette espèce d'éblouissement l'un pour l'autre. Et je crois qu'en amour, c'est toujours ça. Vous êtes vit une sous le amoureuse regard de l'autre. Admiratrice, vous fonctionnez comme ça. Oui, oui. Mais quand même, il y a de l'ironie, il y a de la taquinerie, ou vous êtes tout à fait... Non, enfin bon, on rit beaucoup. Mais il n'y a pas d'ironie, non, pas d'ironie. Non, je suis quelqu'un d'entier.
non. Ça vous est arrivé d'avoir peur dans des circonstances comme celle-là? Oh, mais évidemment, évidemment. Non, mais il me fait vivre des choses absolument abominables, oui. Oui. Avec un homme normal, ça aurait été impossible de faire sa vie pour vous? Ah non, pourquoi? Non, non, non. Mais tous les hommes sont normaux et Bernard-Henri en est un autre. Ou alors on est tous anormaux Un aussi. homme un peu ennuyeux, un homme qui... Ennuyeux. Non, mais bon, vous savez, je ne me rends pas compte. Mais des êtres vraiment ennuyeux, c'est rare. Parce que les gens ont toujours quelque chose de mystérieux, ont toujours quelque chose de secret. Et essayer de le capter, c'est pas du tout ennuyeux. Est-ce que vous vous conseillez l'un l'autre? Est-ce que vous lisez ce qu'il écrit Ah ben avant que ça évidemment. paraisse, je veux dire? Ah, mais je suis sa première lectrice, oui, il me fait cet honneur de me... Je suis sa toute première lectrice. Et alors, vous êtes sévère? Oui, très, bien sûr. C'est-à-dire, vous osez dire ça, c'est nul? Ah, mais évidemment. J'ose dire, mais non, il faut enlever... il ne faut pas mettre ceci, mais pourquoi dire ça? Mais on n'y comprend rien, mais il vaut mieux ça. Non, fatalement. Et est-ce que lui vous conseille? Et lui me conseille, oui, mais c'est moins sa partie, vous voyez, je crois que... Et puis j'aime lui faire des surprises. Il a fait beaucoup de musique, et il a été même un élève de Cortot, il a fait 18 ans de piano, mais je lui fais entendre mes albums une fois qu'ils sont finis. J'aime les faire découvrir, ou enfin, morceau par morceau. Mais... Vous êtes une grande amoureuse. Quand on essaie de comprendre le sens de votre vie, on se rend compte qu'il y a eu quelques grands amours, alors très grands comme celui-là qui est connu de tous, oui. Et puis des moments que vous racontez qui nous relient à votre album. Porque te vas, par exemple, chanson qu'on a tous dans la tête. Oui. Pour vous, c'est un amour? Non, c'est-à-dire que Porque te vas, qui est une chanson assez triste, sous des allures assez naïves. Mais non, mais ça, c'est une petite anecdote que j'ai racontée. C'est comme tout le monde, quand on est amoureux, on fait des choses absolument totalement déraisonnables. Et moi, j'avais juste flashé, vraiment, bon, voilà, sur un garçon. Et donc, pour qu'il me regarde, c'était au Mexique, au bord d'un lac, je passais des heures et des heures au bout d'un ponton. Pour qu'il vous voie. En écoutant Porque te vas, pour qu'il me remarque et qu'il tombe amoureux de moi à distance. Eh bien, écoutez, finalement pas. Alors, j'ai fait tout ça pour rien. Ah, donc vous vous êtes pris des râteaux aussi, c'est magnifique, ça va rassurer mais plein de gens, ça. Mais qui ne prend pas, qui n'a pas des peines terribles parce qu'ils sont en transe, littéralement, pour quelqu'un, et puis ce quelqu'un... ne veut pas. C'est un combat qui se mène chaque jour, la séduction, pour vous? Je dirais la séduction, peut-être c'est pas le mot, je dirais l'amour. L'amour, oui. C'est tous les jours l'amour. Et il faut chaque jour se battre pour le garantir? Parce que rien n'est jamais acquis, je crois, pour personne. Et donc, tout est fragile. Tout est fragile, donc... il faut mériter d'être aimé, il faut faire des choses pour l'autre. Le temps, chez vous, c'est une dimension capitale. Il y a ce mot magnifique de Philippe Catherine, il dit « Elle a 1000 ans dans un corps d'enfant ». Ah oui, il a écrit ça. Ouais. Bon. Mais, c'est-à-dire, je ne sais pas, comme j'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère, j'ai vu de près ce qu'étaient les gens très très vieux. Ma grand-mère est morte à 102 ans, comme une ravissante créature qui faisait une grande promenade tous les jours. Donc j'ai l'impression d'avoir vécu déjà un peu de ce qu'est être très très vieux, puisque j'étais si proche de ma grand-mère. Et donc le temps, on est tous mortels, et donc le temps, petit à petit, nous attrape un jour ou l'autre. Et on dit, la vieillesse est un grand naufrage. Mais moi, heureusement, je ne suis pas encore inquiète. Je n'ai pas peur, je me sens aussi forte que toujours, et je n'ai pas encore senti... l'âge en me disant « Oh là là, ça y est, c'est affreux, je suis de l'autre côté, c'est une horreur, plutôt mourir qu'être comme ça. » J'ai pas encore senti ça. Ça va arriver, mais pas encore. Ariel Dombal, oui. Merci. On peut ressentir ce que vous dites, on peut vous voir, vous lire, vous entendre. Diva Latina, l'album. Sur les réseaux sociaux, vous êtes très très présente, hein. Il suffit de taper votre nom pour le constater. Et puis, grand spectacle à Paris en janvier. En janvier, au Châtelet. Merci beaucoup. J'espère que vous viendrez, Darius. Tout le monde viendra, évidemment. Merci. Oui.
Ça me fait plaisir.